Je suis parti d'une question qui peut nous concerner tous. Lorsque nous rentrons dans une librairie comme celle-ci, magnifique, milliers d'ouvrages, quel est le principe du choix? De la même manière, lorsque nous avons lu un ouvrage et que nous le recommandons à notre entourage, pourquoi? Et in fine, puisque ça nous concerne tous les quatre ici, de quel point de vue accepte-t-on de participer à un jury qui risque d'attribuer une récompense honorifique, certes, mais quand même? Eh bien, je suis parti d'une idée d'André Breton, dans La Clé des Champs, le hasard objectif. C'est-à-dire le principe d'une rencontre qui fait effectivement sens pour chacun d'entre nous. Ça a été le cas pour moi avec l'ouvrage d'Angélique Christakis. Je ne connaissais pas Angélique auparavant. Je trouve que je suis tombé sur ce petit ouvrage. Je ne suis pas psychanalyste. J'ai le malheur d'être sociologue ou anthropologue, un peu philosophe. Et je me suis rendu compte que précisément cet ouvrage-là posait des questions en ce qui concerne le sujet, qui nous concerne tous ici, sa constitution et sa place dans la société. Donc je voudrais très rapidement, en 5 ou 6 points, essayer de dire en quoi cet ouvrage-là permet précisément de repositionner des problématiques centrales dans les sciences humaines. Le premier, et c'est une chose, je pense, qui ne vous est pas inconnue, en tout cas moi ça m'a beaucoup frappé, c'est la question de la langue maternelle. La langue maternelle est l'empreinte fondamentale qui singularise l'histoire du sujet. La langue maternelle, écrit Angélique, est à la fois une rencontre constitutive du sujet et un lieu de transmission. Le rapport du sujet au réel a trait à son histoire singulière qui est prise dans la langue maternelle. Cette thèse permet sans doute de comprendre comment l'horizon culturel dans lequel baigne le sujet du fait de son appartenance à une langue maternelle particulière, et chacun d'entre nous, nous avons une ou plusieurs langues maternelles, s'articule en effet aux formes institutionnelles créées par chaque société, comme le soutient Castoriadis. Un auteur d'ailleurs qu'on pourrait relire ici. La langue grecque, qui est la langue maternelle d'Angélique, produit une civilisation exceptionnelle avec sa cosmogonie, sa mythologie, son théâtre tragique, sa philosophie, ne peut pas ne pas associer la langue maternelle à ce qui se transmet de génération en génération, comme, je cite, mémoire portée par la langue et par son histoire. Le chapitre 8, la haine dans les plis de la langue, me semble d'une très grande portée politique. En abordant les origines barbares de la langue grecque et les crimes des Atrides, meurtres, inceste, parricide, anthropophagie, mais oui, même pas simplement lac Victoria. Ce chapitre permet en fait de comprendre l'interminable répétition de la haine, du ressentiment et de la vengeance qui se perpétue dans les mythes nationalistes, mais aussi dans les différentes prédications religieuses fondamentalistes, comme, je cite, prototype de l'enquistement de la haine. L'actualité internationale ne donne que trop d'exemples de ces langages totalitaires analysés par Jean-Pierre Faye, qui trouvent leur origine dans des langues maternelles brandies comme des armes ou des doctrines d'asservissement. La deuxième idée force, qui pour moi est très très importante, est le rappel du nouage de la langue au corps. Non seulement l'accent de la langue maternelle, car nous avons chacun un accent, est un reste intime de l'empreinte indélébile de la langue sur le corps. Les mots s'incarnent, la parole s'enracine dans le corps. C'est ce qui est aussi la source de la dynamique hallucinatoire, sur laquelle Angélique a souvent insisté. Je la cite, c'est à partir de l'activité hallucinatoire que les traces originaires de la langue s'enracinent dans le corps. Celles-ci, avant d'être des traces mnésiques, portent en creux la matérialité élémentaire de la morsure sexuelle de la langue sur le corps. La troisième idée force, qui a une dimension ontologique en ce sens qu'elle dévoile l'un des modes essentiels d'être de la corporité, rappelle que le corps est un corps libidinal, un corps parlant et traversé d'affect. Le terme que j'ai beaucoup aimé, l'emmaillotage du corps par toutes les instances de l'ordre culturel, se révèle par exemple dans la complexité de toutes les enveloppes, verbales, sonores, psychiques, oniriques et peut-être maintenant numériques, repérées notamment par Didier Anzieux. La quatrième idée force, il y en a 6, mériterait elle seule un nouvel ouvrage, tant elle me semble cruciale pour l'intelligibilité des dynamiques de transfert et de contre-transfert qui concernent ici apparemment beaucoup de gens, qui opèrent bien sûr dans la cure, mais également dans les relations pédagogiques entre maître et élève, thérapeutiques entre médecins et patients, religieuses entre prêtres et croyants, et bien sûr politiques entre leaders et adhérents. Dans une cure analytique, écrit-elle, c'est la trame hallucinatoire du transfert qui contient une dynamique de liaison
faisant advenir le souvenir comme un produit de remémoration à partir de l'écho du sexuel. La dynamique du transfert, ajoute-t-elle, comporte une pente hallucinatoire qui contient la force d'arracher la compulsion à la répétition, mais aussi sans doute la force d'instituer, d'innover, de faire advenir un futur souhaitable pour l'analyse. Le cinquième des forces, sur laquelle je passerai plus rapidement, concerne quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de la musique. Angélique Christakis appelle cela la musique de la langue et la poétique du dire. De la même manière que l'inconscient du psychanalyste tend l'oreille, écoute, fonctionne comme une caisse de résonance branchée sur l'inconscient émetteur du malade, pour reprendre l'expression de Freud. De la même manière, la musique est tendue vers un réel qui pointe un inouï auquel l'oreille risque de succomber, mais qui est aussi une possibilité de catharsis, une sorte d'allègement pour l'auditeur. Enfin, la sixième idée force qui conclut cet essai original, très bien écrit, avec beaucoup, disons, d'allusions, de suggestions, consiste à repenser les conditions d'un lien social pacifié. On retrouve peut-être aussi la problématique antérieure, adossée à l'interdit du meurtre, de l'inceste et de l'anthropophagie. J'avais un ami qui était anthropologue à la Sorbonne, Louis Saint-Thomas, il parlait du cannibalisme de l'œil. Je pense que c'est une chose, effectivement, voir, faire voir, montrer, et la pire des choses. Comment vivre ensemble, se demande Angélique, et comment faire confiance à la parole si, comme l'indique Freud, nous sommes tous issus d'une longue lignée d'assassins. Nous sommes tous issus d'une longue lignée d'assassins. La position d'Angélique Christakis est là sans la moindre ambiguïté. C'est d'abord le lien social profondément altéré par le délitement néolibéral contemporain qu'il s'agit de remettre en cause. Les subjectivités modernes, soutient-elle, de plus en plus isolées, se révèlent impuissantes, sans recours, sans résistance, face à l'escroquerie que représente la promesse des paroles sans discursivité. D'où l'urgence de favoriser à la fois les capacités d'agir et la pensée critique, en somme la praxis de la parole libre. Je vous remercie.